une drôle de rencontre très particulière ce soir, puisqu'elle a lieu dans une des salles du Forum des Images, mais sans public, ce qui est pas habituel. Et puis avec une personne qui est un peu peut-être particulière par rapport à celle qu'on a reçue. Thomas Poitvin, bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors on est hyper content de vous recevoir. Vous avez au sein du Forum des Images une sorte de fan club, dont je fais partie. Mais en fait, je ne vais pas vous faire une présentation formelle. On va discuter de ce qui vous fait rire, comment vous faites rire. Mais peut-être on va commencer juste par le tout début, disons, qui n'est pas le début de votre carrière, mais qui est peut-être le début de ce qui justifie qu'on est ensemble ce soir, qui est une vidéo sur Instagram qui est apparue au début du confinement. Et qui a lancé quelque chose. Alors on va essayer de comprendre ce que c'est que ce quelque chose, et puis essayer de le rattacher à d'autres choses qui vous intéressent, qui vous ont fabriqué, etc. On va peut-être commencer par ça. On va la regarder ensemble, et puis regarder quelques-unes, et puis on va dériver tous les deux sur voilà, ce qui vous fait rire, ce qui nous fait rire, pourquoi ça nous fait rire, et comment vous fabriquez. Donc c'est apparu, cette vidéo, elle a commencé à circuler au début du confinement, la première de toutes. Ah non, mais en ce moment, c'est 10 par jour. Les gens sont fous, quoi. Oui, j'ai de la fièvre, je tousse, j'ai mangé du riz cantonais hier soir. Et là, c'est la fête aux hypocondriaques. Je les mets où, les patients? Ben, je les mets dans le couloir. De toute façon, si Mère Nature a décidé de faire le grand ménage, c'est pas 3 masques en papier qui vont l'arrêter. Hein. Non, je suis pas d'accord, parce que tu te manges un ragoût de chauve-souris. Tu cherches un peu la merde, quand même. Hein. Coucou Candice, ça va? Non mais elle, je peux plus me l'enquiller. Non mais je peux plus. Elle perfuse en chantant. Elle chante. Elle me tend les patients. Elle me tend l'équipe. À un moment, le string, il va péter, quoi. Je vais te l'envoyer en Chine, la Candice. Tu vas voir si elle perfuse les Chinois en chantant. Ils vont te la faire en ragoût, la Candice. Pourquoi? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça marche. Oui, c'est la première, ouais. Donc la première des perruques, c'est ça? Oui. Qui sont apparues sur Instagram comme ça au début du confinement. C'était 3 semaines avant le confinement, donc c'était. Ah oui, c'était avant, ouais. d'accord. Donc c'est marrant de voir ça parce que c'est le moment où on ne savait pas tout ce qui allait se passer juste avant, et on faisait encore des blagues dessus. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à fabriquer ce truc? Qui est devenu, il y a maintenant, je ne sais pas combien, peut-être j'ai pas compté, une petite centaine, voilà. Ouais. Et ça s'est déployé avec des personnages, on va en voir quelques-uns, etc. Mais c'est quoi le truc, l'impulsion qui vous fait faire cette espèce d'objet? Je suis comédien et auteur, et j'avais fait un spectacle qui s'appelait Les Désespérés ne manquent pas de panache, où je jouais des portraits, et c'est ce qui m'a le plus emporté dans ma vie de comédien. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et là, j'avais 38 ans et je commençais à me dire, bon, tu vas pas vivre pour toujours, donc il faut choisir une des choses que tu aimes, parce que j'aime aussi écrire et réaliser. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, tu n'es plus comédien, tu es auteur-réalisateur. Mais je voulais garder ça quelque part. Donc j'ai créé un espace sur Instagram, voilà, où je me suis dit, tu vas continuer de temps en temps à faire tes petits portraits, à satisfaire ton ego de comédien, en faisant rire, et puis ça va être sympa. Voilà. Ouais, mais c'est hyper risqué parce que vous avez pas un public captif, contrairement à... Enfin, quand vous êtes dans une salle, par exemple, il y a une sorte de public captif qui est là, etc. Là, vous balancez des vidéos comme ça. C'est pas sûr que c'est votre ego qui soit récompensé. Hein. Non, ego, c'était pas le bon mot, mais c'était cet exercice-là de faire des portraits, continuer d'étraîner ça, de faire des portraits à la fois drôles, un peu acides, et en même temps trouver la petite microseconde où on va être attendri par le personnage. Voilà, cet exercice un peu là d'équilibriste m'avait beaucoup plu quand j'avais fait ce spectacle. Et les perruques? Et les perruques, quand j'ai lancé la page, je me suis dit, bon, il faut une espèce de fil rouge. J'aimais bien l'idée de collection. En fait, j'aime bien ça sur Instagram. Je suis des Instagrams de collection.
les gens qui collectionnent des verres ou des bébés en plastique. Voilà, j'ai toujours aimé les collections, donc je me suis dit, il faut que ma page ait l'air d'une collection. Et puis, voilà, j'avais plein de perruques. Pourquoi vous avez tant de perruques? Parce que je suis comédien. On a des perruques quand on est comédien. Ouais, moi j'en ai récupéré pas mal. Et puis on m'en a offert pas mal. J'en ai volé quelques-unes. Ah oui, donc vous avez un truc avec les perruques quand même. J'ai fait des soirées quand j'étais jeune où on portait des perruques. Donc elles sont vraiment, il y a vraiment un spectre de qualité capillaire très 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 large. Quoi. Et vous les mettez comme ça pour vous tout seul, en dehors de. Non, ça va pas. Non, pas du tout. Non. 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 Est-ce que c'est la perruque qui fait le personnage? Parce qu'on va en voir d'autres, mais non. C'est quoi, ça aide à rajouter un très gros ingrédient à un moment. Mais non, c'est l'écriture. Au départ, j'écris, j'ai une espèce d'inspiration comme ça, et c'est un peu du patchwork entre des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vécues, beaucoup de choses que j'imagine. Là, par exemple, pour celle-ci, la première, est-ce que vous vous souvenez du truc d'impulsion? Ça, c'était j'étais à 7, en fait, quand je l'ai fait, celle-là, chez une amie. Et c'était... Il y a un truc qu'elle dit dans la... Elle parle de ragoût, elle parle de l'autre qui perfuse en chantant, elle parle de... En fait, ça part souvent d'une phrase. Les pastilles partent toujours d'une phrase qui me fait rire, ou de quelques mots, et là-dedans, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est de ça que c'est parti, et c'est pas elle perfuse en chantant, c'est un truc beaucoup plus simple. Voilà, et j'étais parti de là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en regarder une deuxième, ouais. Et puis avec un autre personnage, et vous allez nous dire justement quel est le point de départ et comment ça se construit. Donc, on va la regarder, et vous allez essayer de vous souvenir de ça. Ok. Donc, celle qu'on regarde, c'est Mélanie. Il t'a répondu? Oh là là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis en PLS. T'es croque, toi, hein? Mais je suis pas croque, je suis pas love, je sais même pas ce que je suis. Mais là, c'est chaud, quoi. Tu vois la scène dans Titanic, dans la salle des machines, dans la voiture, quand ils font avec la main, ouais, la buée, tout ça. Ça, c'est l'ambiance de mon cerveau. Ah, ok, d'accord. H24. Hier, j'étais au bureau, je faisais un budget. À un moment, je commence à penser à ses avant-bras. Le mec a des avant-bras. Des avant-bras que je n'ai jamais vus. En fait, on dirait des brioches sorties du four. Ah ouais. En musclé, tu vois, comme des avant-bras. Ouais, bien sûr. Non, mais jamais le corps d'une personne ne m'a fait cet effet-là. Sérieux? Jamais. Sérieux? Jamais. Donc là, le point de départ, c'est jamais, comme ça, répétez. Non, jamais, non. Jamais. Et ça, c'est que vous avez vu quelqu'un. C'est quoi? C'est que vous voyez quelqu'un qui fait ça dans le métro, je sais pas, dans une soirée. Sûrement, je l'ai vu quelque part, oui. Ouais. Et vous dites, ok, vous partez de ça, et après vous étoilez en imaginant quel personnage pourrait dire ça, dans quelles circonstances. Exactement. Ça part, dans 90% des cas, ça part d'un micro-truc comme ça. Ouais. Et quelquefois, ça change de catégorie socio-professionnelle de personnage. C'est pas, mais c'est souvent une expression ou une micro-humeur comme ça, un truc. Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est un truc comme ça. Voilà, c'est parti de ça. Ça m'a fait rire. Et souvent, c'est verbal. C'est verbal ou c'est des gestes ou c'est quoi plutôt des tournures de phrases? C'est souvent verbal, mais ça peut juste être un bruit. Là, je pense au... C'est un peu un cousin du premier, d'ailleurs. Mais oui, ça peut partir de ça aussi. Mais c'est souvent verbal, oui. Ouais. Là, je réfléchis dans les 2 dernières que j'ai faites. Ouais, pardon. Non, mais alors je me disais, il y a un truc qui est très fort, c'est la manière dont vous vous filmez. C'est très près du visage. Ce qui est parfois d'ailleurs c'est vrai, il y a votre tête en énorme, on voit tous les grains de votre peau, etc. Ouais. non mais c'est un truc de se filmer comme ça, c'est pas rien, quoi. Ouais.
Pourquoi vous auriez pu filmer, non, mais vous auriez pu filmer beaucoup plus loin, par exemple, avec beaucoup plus votre corps beaucoup plus présent. Là, c'est votre visage qui est super présent. Comment? J'ai pas de micro. Ah, ah, c'est juste ça? Non. En fait, au départ, c'était ça. La contrainte fait l'art. Ah oui, justement, c'est ça qui est marrant. Non, j'ai vraiment, c'est du bricolage. Hein. J'ai un iPhone sur un pied mais j'ai acheté un projecteur, mais j'ai pas. Enfin, je pourrais acheter un micro en fait, mais le point de départ, c'est je parlais très près pour que ça passe sur le micro de l'iPhone. Mais du coup, ça produit un truc très particulier. Du coup, c'est bien de le faire très près. Ouais. J'aime bien les gros plans, donc au cinéma. Donc, en général. Ouais. Ah ouais, ok. Pas sur moi. Hein. J'aime être filmé en gros plan. Non, pas du tout. J'aime bien le. Je pensais à ça hier. Je pensais à l'utilité des salles de cinéma. Ok. Et je pleurais. Non, pas du tout. Mais je me disais, c'est pas ce qu'on entend beaucoup de gens dire. Oui, le cinéma. Enfin, on peut 90% des films, on peut les voir sur un petit écran comme ça. Ça ne change rien à la qualité cinématographique. Et je me disais, bon, on prend tout le temps l'exemple des gros spectacles, pyrotechniques, enfin les films de grands spectacles. Mais tu as des films qui filment des vies. L'art du cinéaste chope un visage spécifiquement pour le grand écran. Ouais. Et j'ai pensé au film de Jeanne Herry, comment ça s'appelle, son dernier film, où elle filme un bébé. Comment ça s'appelle ce truc? Que Lydie Bouchez et bon bref, pardon. Elle filme des visages, notamment le visage. Elle filme un bébé. Et j'ai vu ce film sur grand écran et je pense que je serais un peu passé à côté du film si je l'avais vu sur un petit écran. Pourtant, c'est pas une explosion ou un hélicoptère qui arrive sur la planète des singes, quoi. C'est juste un visage de gamin. Mais il y a un vrai talent de cinéaste par rapport au fait de mettre un visage sur un grand écran. Ouais. Et puis il y a la question de qu'est-ce qu'on choisit de regarder, puisque l'écran est énorme, qu'on ne peut pas tout le voir, comme dans une salle de cinéma, contrairement à la télé. Ouais. Et que du coup, il faut choisir, passer d'espace en espace, non? Je sais pas, il y a ça aussi. Enfin bon. Ouais, c'est vrai. Mais comment s'appelle ce film? C'est con. C'est un film magnifique. Dans la salle, personne? Jeanne Herry, avec Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlin. Bon, bref. Pupille. Pardon? Pupille. Ouais, et donc, alors ces personnages, alors, ce qui est marrant, si on va pas faire toute l'histoire des perruques, mais alors, ce qui est rigolo, c'est que donc il y a ce premier personnage d'infirmière ou d'aide-soignante, voilà, puis après il y en a d'autres qui viennent se rajouter. Qu'est-ce qui décide du fait qu'un personnage va naître? Parce qu'il y en a combien de personnages? Il y en aura une quinzaine, peut-être, un truc comme ça. Y a un petit cheptel de personnages qui reviennent, mais après je me dis pas que j'ai mon catalogue, il faut que je fasse revenir un tel et un tel. Non, je suis pas. C'est le texte et l'humeur qui m'intéressent. Après le succès de tel ou tel personnage a fait que. Alors c'est ça que je me posais comme question. Est-ce que le succès décide qui va revenir? Est-ce que c'est comme une sorte de truc social, enfin comme une sorte de série qui ferait qu'on fait pas mourir un personnage parce qu'on sait qu'il plaît au public, donc là on fait revenir parce que ça like à mort ou ça partage à mort ou que vous l'aimez tout simplement, je sais pas. Non, c'est plutôt ceux que j'aime qui reviennent, mais il y en a des très populaires. En fait, ça donne envie de les explorer un peu plus, mais j'ai pas une galerie de Pokémon, que je peux sortir de mon chapeau. En fait, à chaque fois que j'écris une pastille, je pars le personnage pourrait s'appeler Françoise ou Geneviève ou je ne sais qui. C'est plutôt ce type de personne-là, dans cette humeur-là. Voilà. Alors on va regarder un autre. C'est un que j'aime beaucoup et c'est Ludivine qui ouvre ses cadeaux de Noël. Douée, elle a une plume. Il y a des recettes, il y a des conseils. Ouais. Il y a oui, des je vois la expériences de recette. vie, c'est très agréable à lire. Et il y a des photos à la fin, j'ai vu. Oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment c'est un bon livre. En plus, Sophie d'avant, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ah oui, elle est formidable. T'as des cadeaux, Tata? Oui, Papa Noël a été très généreuse avec moi. Et j'en ai un autre.
Oh là là, prix Goncourt 2020. Voilà. Je suis contente, hein. On n'est jamais déçu Ah ouais. par un prix Goncourt Oh normalement. non, jamais. Ça parle de quoi Ça n'est jamais décevant. Non, mais on c'est n'est toujours jamais très déçu. bien écrit. Puis il y a de Ah quoi oui, lire, hein. toujours. Ah, Toujours. elle est le gagnant. Exactement. C'est super, je vais me Il te régaler. reste un, va, le gros, là. Enfin, Papa Noël est fou. Voilà, c'est dit. Ah bah oui, Oh il là faut là, l'ouvrir. Hein. c'est Attention, énorme. c'est le gros cadeau, ça. Et le papier est magnifique. Ah oui, le Mais papier est j'ose très à beau, peine oui. toucher le paquet pour pas abîmer Bah, le... si, Allez, si, ouvre, vas-y. Tata, C'est- ouvre. Vas-y, Ouvre, ouvre. allez. Tata. J'y vais. Je le mets de côté. C'est quoi, Tata? C'est quoi? C'est quoi, Tata? Oh là là, dis C'est donc. quoi? C'est C'est quoi? c'est quelque chose, hein. Alors, c'est un siège un peu magique. D'accord. Bah, où tu est-ce tires qu'on sur le s'assoit machin, ça, c'est là, ouf. et- Ouais. J'ai trouvé. Oh, C'est pour surélever tes jambes, tu vois. mais Et je vois les petites marques pour les pieds. là. Exactement. Je- Et ça y est, permet d'être Ouais. à 35 degrés au niveau du rectum. Donc ça ouvre tout, ça protège le périnée, plus de pression sur le périnée, les veines de l'anus totalement Oh là préservées. là. Et alors ça ouvre tout, c'est incroyable. Oh là là. C'est comme si c'était un jet, tu vois. Ah oui. C'est Ah vraiment pour toi qui avais des soucis là-dessus. Non, mais on va pas te ça faire va de tout dessin. Alors, changer. tu vas voir, ma puce, ce truc, ça t'ouvre les vannes, mais du feu de Dieu, c'est une libération, une révolution, ce truc. Waouh. C'est Ah, quoi, je suis mais gâtée, C'est gâtée, quoi gâtée. Comment ça se fait qu'on ait l'impression d'avoir déjà assisté à cette scène? Enfin, peut-être pas jusqu'au bout, mais le truc hyper fort, c'est qu'on a l'impression que toutes ces mimiques de cette personne, en fait, on les a vues. Bah parce qu'on a vécu cette situation, je pense, des cadeaux. Des cadeaux on te fait un cadeau atroce et tu fais passer la gentillesse avant ta réaction première que tu essaies de cacher. Et là, ce que je trouvais drôle, c'était cette nana, en fait, elle est gentille, et c'était de faire durer la chose. Que ce soit vraiment, qu'on imagine vraiment, qu'on se dise, qu'on imagine ce qu'elle pense. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Et qu'à l'extérieur, il n'y a que dire waouh, oh là là! Ça dure vraiment une situation qui s'étale, quoi. Et elle, par exemple, c'est quoi l'histoire que vous imaginez derrière pour qu'on ait l'impression qu'en fait c'est une scène prélevée dans toute une vie et on aperçoit presque cette vie autour. Mais qu'est-ce que vous avez imaginé de cette personne, de Ludivine? Par exemple, son mec, le rapport avec son mec. Mais son mec n'est pas là, c'est son père. Hein. Ah, son père. Ah, putain, Ouais, j'ai cru que c'est c'était encore pire si c'est son mec. C'est atroce. Ah non, j'ai compris que c'était son mec. Ah ouais, non, c'est son encore plus père. violent, quoi. Ouais, ouais. Non, en fait, je me suis raconté que c'était ses parents Ouais. et qu'elle était. Alors, j'ai pas pu faire toutes les voix, mais qu'elle était tata, quoi. Qu'elle n'avait Ouais. pas d'enfant Tata, ouais. à un âge où elle aimerait en avoir, peut-être. Donc elle est un peu vieille fille, parce qu'on disait comme on disait avant. Ouais, ouais. Et puis c'est Noël, quoi. Enfin, à la fois la joie et le supplice de Noël. C'était ça le sujet du truc. Son Et, mec. Comment? Son mec. Ah ouais, j'ai cru ça, ouais. Mm. Mais pourquoi c'est plus violent le père? C'est quand même le père qui offre un siège pour. C'est les parents, c'est un cadeau collectif. D'accord. C'est un cadeau collectif, il y a une cagnotte. Ouais. Et vous avez grandi où? À Fontainebleau, et puis après dans le Loiret, et après à Fontainebleau. Ok. J'ai fait un Quel aller-retour, nomade. finalement. Et ouais. il y a un rapport parce que c'est quoi comme population que vous avez côtoyé C'est quoi? C'est la bourgeoisie Oui, c'est une bourgeoisie, mais assez cool et assez sympa. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. C'est un peu un Versailles beaucoup plus sweet et. c'est pas le milieu des cathos intégristes, etc. Pas C'est du tout. Pas du D'accord. tout, pas du tout. C'est non, c'est quand même assez bourgeois Fontainebleau, mais c'est vrai que c'est assez mixte en même temps. Enfin, moi, j'étais dans un endroit, dans un noyau un peu. Ma famille n'était pas du tout bourgeoise, mais j'étais dans un collège privé. Je me suis fait des amis dans ce milieu, et c'est des gens très très cool, quoi. Est-ce que quand on fait des personnages comme ça, ce qui revient, c'est ce genre de trucs, c'est des trucs qu'on a entendus, dont on a ri plus jeune? Est-ce qu'il y a un...
Tous des Oui, milieux. sûrement. Ouais, Parce que vous êtes très fort avec. Vous faites très très bien les bourgeois, les bourgeoises. Ouais. Oui. C'est oui modeste. Non, c'est vrai. Mais après, mes amis n'étaient pas. Personne parlait comme ça dans mon groupe d'amis. Les mamans parlaient pas comme ça. Par contre, je me souviens, on avait accès à ces familles-là en faisant du babysitting. Voilà. Ouais, j'ai entendu des gens comme ça, mais je sais pas si ça vient de mon enfance, mon adolescence. C'est aussi, moi, je crois que j'ai eu beaucoup soif de ce genre de matériaux après comme spectateur. Genre, j'adore Chabrol, quoi. J'ai toujours adoré Chabrol. Parce que vous aimez voir cette espèce de vie bourgeoise. Ouais. Province, de région. Bah, c'est. Chabrol, il disait c'est quand même plus intéressant de voir des gens tomber de haut. Et c'est vrai que voir ce milieu-là dans ces films, en tout cas, se fissurer, se craqueler et dévoiler à un moment quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'assez excitant à regarder. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que un peu sadique, mais comment ? Ouais. Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Ce qui est marrant, c'est que quand on vous demande quelle personne vous fait rire, quelle actrice ou acteur vous fait rire, celle à laquelle vous pensez spontanément, c'est la question que je vous avais posée, mais en fait que d'autres gens vous ont posée, c'est Jacqueline Maillan. Ouais. Et c'est drôle, ça correspond assez bien à ce que vous êtes en train de raconter. Il y a un point commun comme ça. Ouais, mais moi, ce que je trouve génial avec Jacqueline Maillan, c'est qu'elle est mutante, je trouve. Elle est à la fois grande bourgeoise et brute, quoi, brute de la campagne. Je sais pas, elle a un côté complètement bicéphale, je trouve. Elle est multimilieu, quoi. Alors on va regarder un extrait de Papy fait de la Résistance. C'est 1983, hein, c'est ça, début des années 80, Jean-Marie Poiret, et c'est une scène très célèbre où elle ne dit pas grand-chose, Jacqueline Maillan. Où elle réagit. Elle réagit, ouais. Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue, Frida. Oh, belle femme. Voilà. Elle fait maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. Le tout accompagné par des harpes. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. C'était charmant. Je raffole de ce genre de soirée. Mais c'est fini. Fertig, caput. Elle en aime un autre et j'ai mes languilles sur fond d'automne triste. On dit ça? Quand on est triste, tout est permis. Voilà. Vous savez, un grand conquérant est un homme seul, toujours. Regardez votre Napoléon, il écrivait des lettres bouleversantes à Joséphine devant Moscou qui brûlait. Et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger
Tu t'écartais de ta partenaire. J'avais envie de te revenir. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on parlait de Maillan, mais en fait, elle fait pas grand-chose là. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de faire rire en écoutant. Et je me souviens quand j'étais petit, j'avais vu, et je ne sais plus ce que c'est, j'avais vu une pièce de théâtre qui parlait de radio, où on voyait des gens écouter, et ça m'avait... c'est des gens qui écoutaient ce qui se passait à la radio. Enfin, je ne sais plus du tout ce que c'est que cette pièce, mais je me souviens que j'avais été fasciné par ça, de voir des visages écouter et réagir. Et là, ce qui est génial, c'est qu'elle est drôle en écoutant, quoi. Elle fait rien et on imagine ce qu'elle pense. C'est une façon du coup, nous, on a beaucoup de place en regardant ça dans la... C'est-à-dire, nous, le spectateur, du Oui, coup, oui, lui, oui. ah oui, il a plein de place pour imaginer ce qui se passe à l'intérieur de ce visage, pour le nourrir, quoi. Ouais, exactement. Et puis après, ce qui se passe dans le film, c'est qu'il y a une histoire de bombe. Donc elle doit absolument se casser du château. Et là, c'est le moment où le général lui chante son truc qui dure 9 minutes. En plus, c'est vraiment interminable. Et je trouve ça très beau quand elle écoute, parce qu'elle aimerait être autre part. Et il y a un moment où il dit quelque chose qui l'émeut, donc elle le rattrape. Elle lui dit, quand on est triste, tout est permis. Elle se permet, malgré la bombe qui va exploser et le ridicule de la situation, le personnage se permet d'être empathique 3 secondes. Je trouve ça magnifique. Mais c'est marrant parce que ça fait la deuxième fois que vous dites ça. C'est la deuxième fois que vous dites mais il faut quand même que le personnage émeuve, etc. C'est-à-dire qu'on peut pas faire rire avec un personnage s'il est entièrement... c'est le fait qu'à un moment elle montre une part d'émotion, etc. Ça redouble. Non, mais là, c'est d'observer la virtuosité de la comédienne qui me. Après, oui, je pense qu'on peut pas. Moi, je peux pas, en tout cas, si je m'attache pas même 1 seconde et demie à un personnage, je peux pas le suivre. Je sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie. Je peux pas être avec lui, il peut pas me faire rire. Il y a un moment où je sature, en tout cas. Et donc, vos personnages des perruques, vous faites toujours gaffe à un moment qu'il soit rattrapable. Il n'est pas complètement ridicule tout le temps, jamais. Oui, puis j'y arrive pas tout le temps, hein. Mais c'est ça qui est intéressant à faire dans ce que je fais, dans ces portraits. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça rend compte de l'humanité, en fait, de l'humanité d'une personne. Et comment ça se fabrique sur le visage, un truc comme ça? Comment est-ce qu'on fait craquer? Beaucoup dans l'écoute, justement. Ah ouais. Je trouve que les moments où il se passe rien, où tout d'un coup on écoute, où on pense à autre chose, en fait, les moments de vide, ça permet vachement de construire un personnage. Là, je pense à mes aventures sur scène aussi, peut-être plus que les plages de parole, parce que c'est un moment où non seulement on peut faire passer quelque chose de très de plus subtil, de plus humain, de plus fébrile, de caché, en fait. Et puis c'est un moment aussi où on rejoint le spectateur, parce que donc on s'arrête de parler. Et comme spectateur, moi j'ai de l'espace dans une performance quand il y a des moments de pause, de silence, de soupir, de relâchement et d'écoute, quoi. Et oui, mais les vidéos que vous faites, elles sont super courtes, par exemple. C'est quoi? C'est 3 minutes, 4 au maximum. En général, ah c'est ouais, mais 2. sur Instagram, c'est très long. Ouais. Ouais. Combien de prises vous faites? Beaucoup, trop. Parce que c'est ce qui est... C'est quand vous dites le mec trop. qui va dire un truc incroyable. Oui, c'est trop long. C'est parce que je m'auto-dirige. J'en ai fait 2 avec quelqu'un, mais s'auto-diriger, c'est pas évident. C'est que vous faites comment? J'écris. Ouais, vous écrivez. Après, je décide quelle perruque ça va être et vraiment précisément quel personnage ça va être. Et puis, je me fais un petit tournage. Bricolette font un tournage. Oui, mais les prises, vous les faites. Vous faites 1, 2, 3, 4 prises du même truc, ou alors vous ouais, faites j'ai prises, mon montez, téléphone en retourné et je fais une prise. Ouais. Et quand je la sens, je la garde. Je mets une petite étoile. Et des fois, je peux en faire 50. Enfin, c'est, ah ouais. je me m'auto-David Fincherise.
Non, mais des fois, l'autodirection, c'est vachement intéressant. Pourquoi c'est plus dur que d'être dirigé par quelqu'un? Déjà, c'est moins joyeux d'être en boucle. Et puis, on a l'impression de... Enfin, je sais pas, c'est un muscle auquel je fais confiance maintenant. Mais au début, beaucoup, je me faisais pas confiance. Je me disais, pourquoi je sens que celle-là est mieux je pense pas être le meilleur juge de ce que je rends à l'écran ou sur scène. Quand est-ce que vous vous êtes dit, avec les perruques, tiens, là, je crois que j'ai trouvé un truc? C'est en le faisant ou c'est la réception, quand vous avez vu que ça commençait à tourner, ou que, je sais pas, des journalistes ont commencé à vous appeler Non, quand ça a commencé à bien marcher, puis quand je me suis rendu compte que les gens aimaient, que des gens en tout cas aimaient la durée, parce que moi je trouve un peu long pour Instagram, qu'ils aimaient qu'ils riaient, mais qu'ils aimaient aussi les choses un peu fébriles, un peu plus tristes, je me suis dit, on commence à capter... des gens commencent à capter ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et, alors, et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir une sorte de notoriété qui est due à un produit de votre travail, qui est un produit un peu accidentel, enfin qui n'est pas que accidentel, parce que vous avez dit tout à l'heure, ça répondait aussi au désir de continuer à être comédien alors que vous étiez en train de vous orienter plutôt vers l'écriture, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, tout à coup, c'est comme si vous étiez ramené à votre, je sais pas, votre éthos de comédien. Par un truc qui est Instagram, qui n'est pas non plus le cœur de votre carrière, qui n'est pas forcément monétisable. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous arrivez à le monétiser. Mais Non, mais je crois que ce n'est pas monétisable Instagram. Mais vous pourriez, si vous les perruques étaient sponsorisées par une marque, par exemple. Je pourrais faire des t-shirts, ouais. Des t-shirts, il y en a qui monétisent pour des trucs moins intéressants que ce que vous faites. Hein. Donc c'est pas, je pense que ça va être monétisable. Mais du coup, la question, c'est marrant, c'est rigolo le fait que tout à coup, ce soit ce truc-là Qu'est-ce que du coup vous dites quoi je dis merci. Non, mais vous dites c'est marrant. Ah bah tiens, est-ce que finalement c'est peut-être extraordinaire. Ouais, moi je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je voulais en lançant cette page avoir une exposition, mais toute petite, parce que moi je m'améliore comme acteur quand je joue devant des gens, donc quand je montre mon travail. Comme auteur, c'est un exercice d'auteur aussi, donc je me suis dit je vais avoir un petit terrain de jeu. Mes amis d'amis feront des commentaires, donc il y avait quand même le projet d'être un peu exposé, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça trouve un tel public, et surtout que ça me permette d'écrire aussi. C'est ça qui est magnifique, c'est que... C'est-à-dire je travaille grâce à ce compte. Oui, donc finalement, ça a été marchandisable d'une certaine manière. Oui, j'ai trouvé du travail d'auteur, de comédien grâce à ça, et ça c'était vraiment inattendu. J'ai gagné au loto, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on parlait de Jacqueline Maillan dans les actrices que vous aimez ou qui vous font particulièrement rire. Puis il y en a une deuxième que vous avez citée tout de suite, qui est Lisa Kudrow. Alors, que on connaît pour Friends, mais en fait, elle a fait plein d'autres trucs depuis. Et on va regarder un tout petit extrait d'une des séries dans laquelle elle a joué. Je crois que c'est The Comeback en anglais, c'est Mon Comeback en français, hein, je crois que c'est ça. Oui. Non, je sais pas comment c'est en français. Oui, Et elle joue, c'est ça, elle joue une actrice qui s'appelle Valérie. Valérie Chérich. Elle joue une actrice des années 80 qui était une espèce de célébrité de seconde zone télévisuelle, et qui essaye de faire un comeback en se faisant suivre par une émission de télé-réalité. Et c'est la première série, même avant, je crois, The Office UK, même The Office de Ricky Gervais, qui a relancé cette vague, qui a relancé le mockumentary. Comment ça s'appelle ? Mockumentaire, c'est ça le nom en français. Voilà. On regarde juste un extrait, et puis vous nous racontez pourquoi elle vous fait particulièrement rire, Lisa Kudrow. Ouais, Vie. Well, I got it.
Valerie? Yeah. Could you do it again? Sure, yeah. Was there a technical No, something? no, I just, I think it could be a little bigger, you know, more excited. Can do. Okay, ready? Well, I got it. I'm sorry. Yeah. Just the whole comeback is about how excited you are. Well, I am excited. Right, but Yeah. they didn't let us film them actually telling you, so this needs to be the big event. Right, okay. Sure, I got you. Okay. Ready? Okay. Well, I got it. And I thought it would... Could you do it again? You know, Jane, I'm sorry, I don't want to look like an idiot, you know, and this is supposed to be reality. Yeah, well, I just think that your reality could be more excited. Just one more, just for safety. Fine. Yeah, okay. Bigger. Okay, you know what, Jane? You and I have to talk. Can you turn the cameras off, please? No. Then I'm done. Okay, with this part, okay? Because I can't. I have a table read, and, you know. All right, all right, all right, all right. Well, I got it! All right, you can't use that, okay? That was a crazy person, and you cannot use it. And I need to know that I'm being heard. Okay, we're done. Good. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thanks. C'est merveilleux, non? Ouais. Elle est quand même très forte. Ouais. Et c'est quoi sa force? C'est son corps bizarre, peut-être? Enfin, en tout cas, son corps bizarre, l'usage bizarre de son... Non, en fait, j'ai l'impression qu'elle a créé ces comédiens qui créent, on a l'impression qu'ils créent une nouvelle catégorie de jeu d'un coup. Lisa Kudrow, elle a inventé une espèce de chose fébrile, une espèce de façon de jouer un peu fébrile, à cran, ouais. Et en même temps très sympathique. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et je l'ai trouvée extraordinaire. Elle est d'une... Là, dans ce qu'on vient de voir, il y a une précision dans ce qu'elle fait qui ne se sent pas au premier abord. Et quand on commence à la voir, on se dit, mais quelle virtuosité, quoi. C'est exactement le mot que j'avais en tête, c'est qu'elle est hyper précise. Et on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi. C'est quoi, par exemple, le fait de rajouter, au moment où elle dit au revoir, une sorte de petit geste un peu vaguement yogique, qui tout à coup rajoute une dimension supplémentaire, où on a l'impression que voilà, ce qui est beau, c'est je sais pas, le contraste qu'il y a entre ce petit geste qui se veut yogique et en fait son hyper énervement où elle pourrait tuer quelqu'un. Et que ça passe par des tout petits trucs minuscules, quoi. Ouais. Et ouais, il y a ça, ce truc-là, c'est vraiment un truc légendaire dans la série. Et puis là, en fait, cette série, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui s'auto-met en scène et qui se fait prendre au piège de ça. Donc c'est assez sombre, en fait. Et ça, elle le joue très bien, cette mise en scène d'elle-même qui commence à la piéger, donc elle stresse de plus en plus. Il y a une toute nanoseconde où sa voix s'étrangle, où elle reprend la 4e fois. Je trouve ça magnifique. Je trouve les actrices sont magnifiques, les acteurs aussi, mais cette qualité de jeu, moi, ça me... Ah, du coup, mais ce que vous dites, c'est quand même marrant. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on a vu que des personnages, que de vos perruques féminines. On a cité 2 actrices, enfin, dans celles que vous aimez, on a cité 2 actrices. Pourquoi ce truc avec les femmes et les personnages féminins? Et là, vous venez de dire, les actrices sont formidables. Oui, enfin, les acteurs aussi, mais les actrices sont formidables. C'est quoi ce... Oh, bah parce que j'aime les femmes. Enfin, non, pas du tout, en fait. Mais non, mais... Ok, alors il faudra s'expliquer. Non, mais j'ai vraiment un... Ouais, pourquoi? Je sais pas, moi, pourquoi j'aime autant les actrices. Et jouer des femmes. La question, elle est double. Et jouer des femmes, ouais. Je pense que 80% de vos personnages sont des femmes. Ouais. J'ai plus de mal avec les personnages d'hommes. Mais je travaille beaucoup là-dessus. Travaillez, vous voulez dire chez votre travail? En écriture, hein, pour d'autres, ou moi, il y a un gros sujet sur qu'est-ce que je fais avec la masculinité. Je la trouve d'emblée moins intéressante. Ah, c'est marrant, ça. Bah, pas trop, en fait, parce que c'est quand même une limitation. Après, quand je suis ému par un acteur, c'est atomique.
mais ça arrive très rarement, quoi. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Mais non, mais vous pourriez, parce que Bertrand Blier, qui était le premier de cette deuxième saison de Drôle de rencontre, lui, vous savez, il a subi pendant longtemps, et ça continue d'ailleurs, l'accusation d'être un auteur macho. Voilà, et en fait, il se défendait d'une manière qui était assez marrante, ça, pas en disant la mais si, mais j'aime les femmes, etc. Mais en disant regardez bien mes films. Mais les personnages masculins, en fait, même si par ailleurs ils peuvent imposer des trucs aux femmes, etc. En fait, ils sont vraiment ridicules, ils sont vraiment hyper cons, etc. Et donc voilà, il disait en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est la bêtise je montre en fait la bêtise des hommes. Un de mes films préférés au monde, c'est Trop belle pour toi, et faut quand même entendre ce qu'il met dans la bouche de Carole Bouquet, par exemple, dans ce film, sur ce que c'est d'être ce qu'il lui a écrit, les mots qu'il a écrits pour elle, ce que c'est d'être une femme, ce que c'est d'être regardée quand on est une femme. On peut pas être misogyne au moment où on écrit ça. C'est pas possible. C'est tellement beau. Mais faut se moquer des femmes ou des hommes, mais en étant aussi à un moment complètement empathique et respectueux de la complexité de ce que c'est qu'un être humain. Après, mon écriture ne touche pas du tout au génie, à mon avis, mais il n'y a pas besoin de génie, en fait. C'est que si on fait par exemple une grosse caricature avec beaucoup de punchline et de moquerie, justement, c'est simplement de mettre à un moment de l'humanité, ou même si ça dure une seconde, enfin qu'on crée un petit gouffre où on se dit et en fait, c'est une personne, en fait, c'est une personne multiple, c'est pas juste un truc. Et en fait, ce qui est rigolo, ce que vous dites, c'est que vous avez peut-être une manière de la comprendre, de la saisir, et elle vous intéresse plus. Non, je sais pas. Ben si, oui, mais je peux que le constater. Non, mais c'est intéressant, c'est marrant. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est le masque que portent les gens. C'est quel masque on met pour parler, pour communiquer, pour obtenir ce qu'on veut, pour supporter la vie. Quel masque on met tous les jours. Ça veut dire quoi, ça ? La posture, le masque, la façon de parler, on en porte tous un peu un, quoi. Et ça, chez les femmes, ça me fait plus rire que chez les hommes, par exemple. Voilà. Alors, on va regarder juste une dernière actrice qui vous fait énormément rire, manifestement, et c'est le cas. Je n'avais pas vu d'extrait de cette série. Et après, on revient quand même aux hommes. C'est Catherine Tate, donc c'est une Britannique. C'est dans une... comment s'appelle la série ? Alors, elle joue le rôle d'un... Tout à coup, j'ai un trou. En fait, c'est de la sketch comedy, donc c'est le truc s'appelle Catherine Tate, je crois. D'accord, elle fait des personnages, des blagues, des sketchs. Alors, on regarde juste un extrait où elle joue une traductrice. Oh no. Jesus. You all right? No, I'm having a bit of a nightmare, actually. What's the matter? Well, I've got all the international CEOs from around the world in this room. In 10 minutes, the annual summit's supposed to take place. They've flown thousands of miles to get here, and my translator hasn't turned up. I need to find someone who can translate into 7 different languages. Well, I can do that. Yeah, I did a TEFL in my gap year. Welcome back to London, ladies and gentlemen. This is Helen Marsh, who'll be our interpreter today. So, without further ado, let's address section 1.1, multinational profiteering for the financial year 2005-2006. Helen. Hurdy-gurdy-gurdy. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy.
pretty. Oh, bud. Oh, bud. Che cosa ta dici, vado dici? Bongo. This is not my sandwich. Oh là là. Là, ce qui est hyper beau aussi, c'est tous les petites mimiques de fin de traduction. Ouais. Ok. C'est extraordinaire. Et puis c'est une façon de parler du racisme qui est... C'est vachement intéressant là, dans l'angle d'attaque d'un truc aussi violent que le racisme, parce que c'est... Vu que le sketch dure longtemps et c'est tellement abusé en fait, et c'est de plus en plus... Il y a plusieurs effets qui se coulent dans ce truc en fait. Le premier, on rit, après on se dit non, elle va continuer, puis ça continue. En fait, l'énormité de la chose et la hauteur de la violence du racisme en fait. Et c'est hyper drôle. Puis quelle comédienne géniale quoi. Et c'est marrant parce que vous avez l'air de bien aimer ces trucs qui sont des types les sketchs ou les mockumentaries aussi, etc., qui tiennent vraiment sur une personne. C'est pas forcément, c'est pas Friends quoi, c'est pas une série de personnages. C'est pas, moi par exemple, je ne regarde jamais ce genre de truc. Et je trouve ça a l'air super, hein, c'est pas la question, mais ce que je veux dire c'est que c'est un goût particulier parce que c'est vraiment un ou une comédienne qui est déclinée. Oh, il y a des très bons documentaires avec des groupes aussi. Il y a les films de Christopher Guest, comme Spinal Tap et Best in Show, et tous les films qu'il a fait. C'est un peu l'inventeur du documentaire Christopher Guest. Et c'est toujours des grands groupes de gens qui se réunissent généralement pour un événement. Il a fait un film qui s'appelle Mascotte, qui se passe, c'est que des mascottes d'équipes de football américain qui se retrouvent pour une convention annuelle. Donc c'est des grandes galeries de personnages. Ça a vraiment l'air d'un reportage en fait. Et c'est un humour un humour gênant, très humain, très qui je sais pas comment, il doit y avoir un terme pour ça, qui repose beaucoup sur le fait d'être ébobie, quoi, d'être sidéré par ce qui est en train de se passer. Ça marche très fort avec moi. Et c'est ça, vous revenez à cette idée, mais qui est intéressante, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde plus que quand on... en plus de quand on parle, quand quelqu'un parle. Qu'est-ce qui se passe dans le moment où quelqu'un regarde quelqu'un, c'est ça? Si je comprends bien? Oui, il y a beaucoup ça dans les documentaires. C'est ce qu'il est... Par exemple, dans The Office, le moment où on explose de rire, je pense, c'est le moment où on a le plan de réaction du mec qui est à côté. Parce qu'il y a une telle tension et une telle gêne, et tout d'un coup, on va voir l'assistante qui est sur le côté, qui dit rien, qui est là. C'est là que ça pète, en fait, qu'on rit. C'est intéressant. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais je le remarque en tout cas. Ouais. Alors justement, ça va nous permettre de revenir aussi à la question des hommes, parce qu'il y a ça dans une scène que vous avez choisie, qui est assez belle aussi, qui est un extrait de Nos meilleurs amis, Nos meilleurs copains, pardon. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est aussi Jean-Marie Poiret. Ouais. C'est rigolo parce que voilà. Donc c'est 89 cette fois-ci, 6 ans plus tard. Ah, et c'est une 89 scène. Ouais, c'est 89, ouais. Ce qui permet d'ailleurs d'éclairer une phrase du film. Et donc c'est un échange. C'est des copains qui se retrouvent pour un week-end, hein, des vieux copains. Et c'est un échange entre deux d'entre eux.
L'un qui est joué par Jean-Pierre Bacri et l'autre par Philippe Courson. Dis donc, j'ai un doute, là. On peut baisser un peu le son de cette crétinerie, qu'on puisse discuter un petit peu. Entre êtres humains, on peut échanger des idées, quand même, non? Non. Vraiment, ce week-end, c'est à qui sera le plus fuir. Personne ne regarde plus personne. Comme s'il n'y avait pas assez de bordel ici. Bon, bah alors, en tant qu'être humain, je t'écoute. Et pourtant, je suis claqué. Parfois, tu vois, je me demande si ce serait pas beaucoup plus simple si j'étais homosexuel. Alors bon, là, autre chose. Ouais. Mais vous m'avez l'air beaucoup plus adulte sur le plan sentimental. En tout cas, c'est l'impression que tu me donnes. Je t'ai jamais vu vraiment torturé par un problème de couple, toi. De toute façon, quand on te plaque, tu t'en fous, ça te fait ni chaud ni froid. Je trouve surtout que tu devrais être moins con, moins égoïste. Hein? J'ai pas baisé depuis 83. Tu comprends? Au prix d'une volonté d'acier. Alors tes pauvres histoires de ratage de couple. Bon, je t'en prie, à cause de Guido. ton égocentrisme, Antoine, démentiel. Hein. Merci bien. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Pourquoi tu m'agresses, enfin? Si je peux même plus te parler à toi, mais ça devient vraiment fou, là! Les filles te plaquent parce que ton côté prof paternaliste les fait chier. Merci beaucoup! Alors, donc Bacri, là où il est fort aussi, c'est dans le côté je regarde les autres parler. Ouais, et puis une qualité d'écoute et de réactivité par rapport à ce que propose l'autre qui est dingue chez cet acteur. Quand même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, qualité de réactivité Là, par exemple, je trouve qu'on le voit dans cette scène, il écoute son partenaire vraiment très, très fort, quoi. Disons que j'ai l'impression qu'il déploie son jeu vraiment par rapport à ce qu'il a écouté de l'autre. Tout est soutenu par ça, en fait. Et je trouve ça beau. Ouais, donc en fait, c'est un mélange, c'est une sorte d'adaptation. C'est aussi ça, c'est écouter et agir en fonction. Oui, enfin surtout quand on fait de la comédie, on est tenté de faire un numéro, quoi. Ouais. Et lui, il y a sa persona de mec qui fait la gueule, mais il déploie des choses hyper drôles. Tout ce qu'il déploie, en fait, ça vient de son écoute. J'ai l'impression que c'est ça qui m'émeut chez Bacri. Alors justement, on va faire un truc, on va regarder un de vos personnages masculins, justement. Parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a un qui s'appelle Rico. Et ce qui est, que j'aime bien, et on va discuter, on va voir pourquoi. Tac. Coucou. Hey. Tiens. Voilà. Merci. Je t'en prie. Non, pas pour le café. Je voulais te dire merci pour cette nuit. T'entends la rivière? Bah ouais. Ouais, toi t'es habitué, t'as de la chance. Ici, il y a une qualité d'essentiel qui me chamboule de l'intérieur, qui me remet à ma place, qui fait taire le gamin en colère, couvre tout le temps sa grande gueule. Là, le gamin, il s'assoit, il écoute. Ici, je suis un écoutant, Corinne. Un quoi? Un écoutant. Ah ouais. On est là, on est assis, devant le tout, avec un T majuscule. Ouais. Et puis je me rends compte qu'on est juste des petits assemblages d'atomes mis bon an mal an les uns avec les autres et qu'on essaye de trouver. Putain. Oh la honte. Oh pardon, Rico, la honte. Arrête. Ah non, c'est la crème de bois chichi hier soir, j'en ai abusé. T'es juste vrai en fait. Le lendemain, je le paye. T'es vrai, tu le sais ça. Tu vois là, je me dis que je pourrais tout lâcher. Paris, le fitness de prestige. Tous ces blaireaux en col blanc à qui je fais faire du pilate dans leurs 200 mètres carrés dans le 7e. Tous ces mensonges là. Je me prendrais un petit cabanon là-haut. Je crois que le monde du fitness n'a plus rien à m'apporter. Ah ouais, carrément. J'ai été au bout du truc. Full circle, tu vois. Et puis, on pourrait se voir plus souvent si j'étais dans la région. Oh là, moi je suis pas de la région, heureusement, putain. Non, c'est mes parents qui ont le resto, moi je suis là l'été, puis après je retourne à la fac sur Montpellier, quoi. En fait, t'es une âme vagabonde comme moi, quoi. Non, je fais la saison, quoi. Et le petit, là, c'est quoi? Bah, ça, c'est un argousier. Et celui-là, là, c'est quoi? Ça, c'est un petit amandier, rien du tout. Et à côté, ça, c'est un olivier, voilà. Et ça, là, ça, c'est quoi? Bah, c'est un homme. T'es con. C'est un homme qui est juste ébloui, en fait. T'es con.
Voyard. C'est pas vrai, mais je suis désolée. Mais je Arrête. suis désolée, Non, mais- mais je sais pas ce que j'ai, c'est le Non, café, attends, je il n'y a sais aucun pas. jugement. Il n'y a aucun jugement. On est des humains, en fait, Corinne. On est juste des Ah non, humains. mais là, je file, je remonte à la maison et j'ai la taupe au trou. Ok. Allez, je file. Ouais, il est super, Rico. C'est quoi son histoire à Rico? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous le... Rico, la première pastille, c'était... ça me faisait rire de faire dire un mec un peu surmasculin sur protéine whey, fitness de prestige. Et ça, je fais une fitness de prestige, ça vient d'où? Je sais pas, le fitness de prestige. C'est une expression qu'il a inventée lui. Ah ouais, d'accord. Non, parce que je me disais, mais comment il a pu trouver un truc pareil? Et dans le premier sketch, on découvrait en fait qu'il adorait Laura Adler, Annie Ernaux, enfin qu'il avait une sensibilité, qu'il était même un peu au fait de discussions d'aujourd'hui sur la place de la femme, le féminisme, tout ça. En fait, qu'il avait une espèce de schizophrénie, quoi. Ça, on ne voit pas trop dans ce sketch-là, mais je trouvais ça touchant, ça comme contraste, d'avoir en gros une espèce de gros beauf, mais qui en fait est féministe et il en a marre d'être considéré comme un homme-objet qu'on l'objectivise, lui. Donc, alors qu'il n'y a rien à objectiver. Ouais. C'était où le tournage d'ailleurs? Je fais une parenthèse. Dans les Cévennes. D'accord. Et là, c'est parce que vous êtes dans les Cévennes qui surgit Rico, ou vous emmenez Rico dans les Cévennes parce qu'il faut qu'il soit Non, dans un j'en pré? suis pas là. Ok, les gars, on part dans les Cévennes, tourner une pastille de 30 secondes. Non, ouais, j'avais envie de lui inventer une petite histoire d'amour, un amour de vacances. Et le P? Le P? Le P est raté, je trouve, je me rends compte en... Mais c'est ça qui est beau, c'est que le premier est un peu bizarre, donc on se dit, raté. non, c'est pas un P. Ouais. Et si, en fait, c'est un P. Ouais. Bah, le P, c'est... J'ai eu peur en la postant, cette vidéo. Peur de? Peur de tout perdre sur un P. Non, mais c'est tellement drôle. Enfin, il y a des gens que ça fait pas du tout rire. Mais moi, vraiment, ça marche à chaque fois. Ouais. Alors, c'est marrant que vous parliez d'Annie Ernaux, etc. Et c'était quel autre auteur que vous citiez? Laura Adler, etc. Parce que... il écoute sa petite Laura Adler, son petit chou. Il nous a fait une spéciale Annie Ernaux, là. Une tuerie. Parce qu'on va écouter un autre personnage, alors moi que j'aime énormément, parce que c'est une catégorie, disons, de personnages drôles que en fait j'avais jamais vu avant. C'est Laurence. Donc Laurence, elle travaille dans la culture, elle travaille dans un théâtre. Ouais. Hein, c'est ça. Elle est quoi, c'est exact? sa Ça devient multicasquette là, mais elle est chargée d'accueil et de programmation. Voilà. Chargée d'accueil compagnie. Et on va écouter un des sketchs de Laurence. Elle revient assez régulièrement. Ouais. Et on va parler d'elle. Oh non, mais je sais pas, Marine, dis-lui qu'on va rentrer en réunion, qu'il envoie un mail. Marine, faut pas dire aux compagnies de venir comme ça, sinon elles viennent. Bon, fais-le entrer, allez. Assieds-toi, je t'en prie. Alors déjà, Olivier, bienvenue. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à l'Éthanol Scène Nationale en préfiguration. Concernant ta future création, alors pour nous, ce sera pas possible sur le plateau principal, la maison mère, tu t'en doutes bien. Alors, Territoire, c'est quoi? Territoire, c'est un dispositif qui nous permet d'aller à la rencontre de spectateurs éloignés de l'offre culturelle publique. Ah oui, pour moi, ta création, elle s'inscrit totalement dans du in situ. Claudio Mercier, le chorégraphe, grâce à notre dispositif Territoire, il a inscrit sa performance dans plusieurs commerces du Borville. Des hypermarchés, oui. Je peux te dire que le public était là. Hein. Oh là là, les gens étaient là, ils étaient hyper curieux, comme des gosses, ils étaient... C'est là où on voit le... Vous Ouais. parliez tout à l'heure. Non, parce qu'en fait, ce qui est fou, et on retrouve un truc que vous aimez, vous, en tant que spectateur, c'est la précision, quoi. C'est-à-dire que tout le vocabulaire que vous utilisez, je sais pas, son métier, etc., c'est super précis, ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Après, ça part un peu dans les tours. Non, mais bien sûr. Mais faire rire avec une catégorie comme ça du monde de la culture, ça demande une sorte de précision dans l'écriture, etc.
Ouais, mais ce qui a été génial avec ce personnage, déjà, c'est celui qui a fait un peu démarrer la chaîne. Ah oui. Oui, c'est une vidéo de Laurence qui est devenue virale. C'est celle. C'est une autre après, mais Ouais. c'est que je pense que de plein de métiers différents, enfin des gens vraiment qui sont des milieux qui n'ont rien à voir avec la culture, se reconnaissaient un peu dans ce lexique de mots valises qui ne veulent rien dire, voilà, de dispositifs à l'horizon 2021, enfin des trucs qui ne... Voilà. Ouais. Le lexique absurde. Oui, mais c'est aussi votre milieu. Oui, ça peut, ouais, mais c'est dans plein de milieux, je pense. Et il est marrant, votre milieu, vous trouvez? Mon milieu, qu'est-ce que c'est mon non, milieu? Votre milieu, celui du monde du théâtre. Oh oui, il peut être très marrant, ouais. Bah, y a quand même beaucoup de gens instables psychologiquement. Plus qu'ailleurs, vous croyez? Bah, ils l'affichent plus en tout cas. Enfin, ah oui, c'est ça, c'est plus assumé peut-être. Ouais. Oui, il y a moyen de rigoler, ouais. Je pourrais faire d'autres personnages d'ailleurs qui viennent de ce milieu-là. J'aimerais bien faire un acteur. Ah ouais? Ouais. Mais après, j'avais peur que ça devienne justement trop de l'entre-soi. Mais j'aimerais bien faire un acteur, ouais, j'y pense. Qu'est-ce qu'il aurait Ce serait quoi son existence? Ah bah j'essaie d'écrire là-dessus en ce moment. Ça parle de ce que c'est que la masculinité en même temps, parce qu'il y a énorme, par exemple, ce serait un personnage qui ne, ce serait un bon acteur qui ne serait absolument pas fait pour ce métier. Parce que je connais énormément de bons acteurs qui travaillent peu ou mal parce qu'ils sont complètement paranoïaques avec le fait d'être objectivé. Ouais, mais objectivé. Ah, par le réalisateur ou la réalisatrice qu'il est... Bah parce que c'est un métier où tu es objectivé, acteur ou actrice. Ah ouais. Concrètement, il y a un moment où tu es un objet. Et il y a des mecs qui n'arrivent pas à se dire bon bah là c'est le moment où je travaille, donc c'est pas toute ma vie, c'est pas ça, ça va pas démolir mon identité d'homme si je fais ça pendant 2 heures. Et les pires comportements de diva que j'ai vus, ça venait d'hommes dans l'actorat français. Juste, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me décrire? Ça vient d'une grande insécurité et d'un truc qui n'est pas à la bonne place, quoi. En fait. Quand vous disiez tout à l'heure, je suis en train de travailler là-dessus, c'est que vous essayez de créer un personnage pour exactement les perruques, comme ça, ouais. ou pour autre chose. Pour les perruques et puis pour je refais un seul en scène l'année prochaine, donc ce sera peut-être plus pour la scène, ouais, justement. Dans ce seul en scène, il y aura des personnages des perruques ou Oui. Ah ouais. Ouais. Bah, j'ai la chance de pouvoir refaire un spectacle et donc avec des personnages qui sont pas sur Instagram ou des personnages qui étaient dans mon premier spectacle que j'ai pas fait revenir. Enfin, voilà. Et là, vous écrivez tout seul ou avec quelqu'un? Non, j'écris avec Hélène François, qui est ma complice depuis toujours et qui me met en scène et on écrit certains sketchs. Il y en a certains que j'écris seul. Et puis j'ai demandé à un ami, Stéphane Foïnkinos aussi, d'essayer d'écrire des choses. Je sens que ça va être intéressant de travailler avec lui. Et c'est quoi la différence entre écrire seul, parce que là vous disiez que les perruques vous les écriviez seul. Ouais, j'étais très seul. Ouais. Du coup, comment on juge de l'effet d'une situation, d'une blague, alors qu'à deux c'est quand même peut-être un peu plus simple, c'est ça? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est plus drôle d'écrire sur Instagram, à deux? c'est ça qui était aussi un peu excitant et foufou pendant ce confinement, c'est que mes lecteurs c'était les gens qui suivaient la page, quoi. Il y a vraiment des moments où je postais des trucs en me disant bon, c'est pas spécialement drôle mais oui, dans la vie c'est quand même très compliqué de travailler seul quand on écrit. Il y a une phrase qui est pas mal, c'est il faut écrire la porte fermée et il faut réécrire la porte ouverte. C'est bien ça, non? Ouais, c'est pas mal, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écris seul et que tu réécris avec quelqu'un. Voilà. Ah, ok, d'accord, tu lances tout simplement. Comment ça se passe? Ça se passe bien quand ça se passe, quoi. C'est pas avec tout le monde qu'on peut écrire, je pense. Ouais, non, enfin... Ouais. Écrire comme ça à 4 mains, oui, c'est des affinités.
Élective. Tout dans vos perruques, tout est écrit. Tout est écrit, le moindre mot, le moindre... Ah ouais. Bah, il y a des petites réactions qui ne le Ouais. sont pas, hein, bien sûr. Mais non, tout est écrit. Moi, je suis nul en impro. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est marrant, on dirait pas. Ah bah, non, il n'y a rien d'improvisé là-dedans. Non. Non. C'est drôle. On va continuer dans les personnages ou les types de personnages qui vous font rire, puisque vous m'avez dit, ouais, moi il y a un genre de personnage qui me fait rire, c'est les ahuris. Il y a un truc drôle dans l'ahurissement, enfin je sais, voilà. Et puis vous m'avez parlé d'une scène que vous avez choisie, c'est Anna Faris. Qui, oui. Alors je sais pas quelle. Alors c'est The House Bunny. Oui. Ouais, qui a été traduit en français sous Super Blonde. Bon, c'est vraiment un teen movie. C'est un plaisir coupable. Ouais. Et oui, génial, complètement. Et c'est une scène. On va regarder la scène et puis on discute après. Oh my gosh, I am just so happy that you guys want me here. You are not going to be sorry. So this is how we're gonna get pledges? Hiring an archaically superficial reflection of the male fantasy? Well, guys like her. And since guys don't like us, I figured, she could help. So, in order to be in a sisterhood, now we have to be popular? No, in order to keep our house, though, we do have to be popular, yes. So, I figured Shelly here could teach us how. Okay, look, don't get me wrong. I love guys. But I lived in a house filled with girls for 9 years, and I know that there's nothing better than just being with your sisters, sharing, talking all night, painting each other's bodies, baking penis cookies, playing with monkeys. Where'd you live? The Playboy Mansion? No, that doesn't make her a hooker. Sorry. She's shy. She's so shy. That's Lily, also, by the way. Lily. And, this here is Harmony. Harmony. And Carrie Mae. Carrie Mae. And then Joanne over there. Joanne. Wow, you hired the exorcist. That's great. What is that? Is that like a Yoda thing or what? That's fun, but what? Oh, no, it's just this thing I do to remember people's names. Natalie. So, thank you guys so much for letting me be your house mother. No, it's no problem. Because you just... Oh, this is just gonna be great. But I have to go take a shower because I haven't had one since I slept in my car and spent the night in jail. On hésite entre trouver ça hyper drôle et hyper débile. Ouais. Oui, ben, ce film est comme ça, ouais. Mais cette comédienne, elle a un vrai truc avec l'ahurissement ou le rien. En fait, elle propose rien. Enfin, mais c'est pas de la bêtise en même temps, c'est une espèce de flottement total, d'ahurissement, ouais, comme vous disiez. Mais elle a fait un film vraiment incroyable qui s'appelle Smiley Face, de Greg Araki, où elle joue une nana qui mange par erreur 20 space cakes au début du film, et elle passe littéralement 1h30 comme ça. Ah et ça marche. Et c'est sublime, ouais, ça marche. C'est une espèce de radicalité dans le geste d'actrice totale, quoi. Enfin, une espèce de niveau zéro du jeu. C'est vachement... En fait, c'est vachement courageux. Bah, c'est ça, parce que c'est quand même au bord d'être hyper gênant. Ouais. Oui, c'est assez vertigineux, ouais. Et ça, vous aimez ce truc un peu genre à la limite du truc très gênant, du truc... Ah oui, beaucoup. Et puis ça a vraiment à voir avec là, c'est pas trop le cas là, mais ça a vraiment à voir avec la durée, je pense.
marrant parce qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis, mais vous aviez jamais pensé à réaliser des films? Ah bah c'est ce que je veux faire. Ah ok, non, parce que vous dites Bah, que l'instant attends, vous il y a écrivez. un malentendu. Non, mais... en fait, j'ai fait 7 films. Non, Ouais, non, mais c'est parce ça, que ouais. là, vous dites que j'écris, etc. machin, comme si vous alliez écrire des scénarios ou des, Ouais, des non, spectacles, non, etc. j'aimerais, Et non, mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de, je sais pas, de caméra, de placer des trucs, de rythme, enfin, qui sont des choses de. Ouais. Si, je veux faire ça. J'ai fait un court-métrage. Ah, voilà. Et Ok. puis, est-ce que je vais réussir à réaliser un film? J'espère. Et ce serait une comédie ou pas? Ce sera une comédie, oui, mais pas que, avec des moments très durs aussi. Moi, c'est ce mélange-là que j'aime bien. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que c'est quoi ce qui est, enfin, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que ça fonctionne, c'est le contraste, ou alors c'est qu'en fait dans un truc drôle, il y a toujours un truc. Bah, pour que ça marche, je pense qu'il y a c'est toujours un mélange des deux, quoi. On peut pas avoir de comédie super si on n'a pas un moment vraiment où on chiale, et l'inverse c'est vrai, on peut pas avoir un film monolithique où il se passe que des horreurs et sans qu'il y ait un petit peu de lumière à un moment, quoi. On va regarder un dernier extrait, alors qui est vraiment un extrait d'un classique, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Scène qui est ultra célèbre, la scène de la guitare. La perfusion, ouais. Comment? La perfusion. La perfusion, voilà. On regarde la scène de la perfusion et de la guitare, on en discute. Excuse me, sister. Yes? There's a little girl on board up front who's ill and... Oh, yes, I saw. Poor child. Could I borrow your guitar? I thought maybe I could cheer her up. Oh, of course. Thank you. Hi. Hi. Do you mind if I talk to your daughter? I think that'd be nice. Hi, I'm Randy. I'm Lisa. Oh, you have a guitar. Mm-hmm. I thought maybe you'd like to hear a song. I'd love to. Let's see. This is one of my favorites. I traveled the banks of the river of Jordan to find where it flows to the sea. I looked in the eyes of the cold and the hungry, and I saw that I was looking at me. And I wanted to know if life had a purpose and what it all means in the end. In the silence I listened to voices inside me, and they told me again and again, there is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. There is only one people, we are one and the same, we are all one spirit, one name, we are the Father, we are one, we are one, we are one. Évidemment. Il y a une limite dans les trucs qui font rire. Quelle limite vous fixez, vous? Je me suis pas encore posé la question. Je suis pas à un niveau critique où sur l'Instagram où je dois me poser ce genre de questions, je crois. Mais oui, je pense qu'il y a une limite. Il y a en tout cas, à mon avis, plus on aborde des sujets délicats, plus il faut penser à comment on va faire rire. Et je me souviens, c'est un souvenir très précis d'enfance pour moi. Ça devait être peu après le moment où j'avais vraiment compris qu'on allait mourir, ce qu'on appelle l'âge de raison, quoi. Ouais. Je devais avoir 6-7 ans. Et je me souviens vraiment de quand j'ai vu ce film et la merveille que ça a été de me dire qu'on pouvait rire de la mort. Ah, c'est marrant, ça. Ça a été un très grand soulagement. Je me souviens, j'étais tout Ah ouais? petit, je me suis dit, mais on peut faire ça devant le scandale d'un gag pareil. J'étais fou de joie, en fait.
Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais. Et vous posez la question, par exemple, parce que dans les perruques, il y a toujours ce que vous dites, qu'il y a toujours le côté, il y a toujours un truc qui raccroche les personnages, qui le rend tendre, etc. Mais parfois, ça pourrait être presque cruel. Est-ce que vous vous posez cette question de la limite entre la cruauté qui fait rire, etc. Et puis le moment où, est-ce que vous dites, non, je pouvais être trop cruel quand même, parce que comme c'est des stéréotypes, ces personnages aussi, Oui, ça je me pose cette question beaucoup. C'est la question d'équilibrer, quoi. Ouais. On ne peut pas être totalement cruel avec ses personnages. Je me souviens, ça m'aide de parler par exemple, mais il y a un film de Woody Allen que je déteste qui s'appelle Blue Jasmine. Ça me dit rien du tout, c'est quoi? C'est le film avec Cate Blanchett. Ah oui. Où elle joue une bourgeoise. Et en fait, je me souviens avoir vu ce film. J'avais l'impression de voir un snuff movie. Parce que les acteurs étaient extraordinaires. Cate Blanchett est extraordinaire. C'est brillamment écrit. C'est la satire est très, très, très fine. Mais je sentais j'avais l'impression de voir des animaux se faire torturer. Il n'y avait aucune empathie et j'avais même l'impression que le réalisateur et le scénariste détestaient leurs personnages. Et je me souviens on peut pas faire ça. En tout cas, moi, comme spectateur, ça marche pas de voir un truc comme ça. Le film était censé faire rire ou il était... Oui, c'est censé faire rire, ou pas faire rire, mais en tout cas excité par la qualité de la satire, quoi. Et il y a un tel côté mortifère dans le fait que ce personnage de Blue Jasmine n'ait aucune chance dès le départ, on le sait. Enfin, il y a un côté, mais vraiment, on regarde une exécution, quoi, pendant pendant 1h30. Et ça, c'est de la cruauté sans aucune empathie, du coup. Moi, je peux pas, en tout cas, regarder ça, et je trouve que c'est pas intéressant. En plus, dramatiquement, on s'en tape, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs qui font rire tout le monde et qui vous font pas rire? Des films, je sais pas, des films ou des gens qui sont censés être très drôles et... Vous voulez que je dise du mal de... Non, c'est pas... Parce que j'adore ça, donc... Ah bah allez-y. Non, mais vraiment des trucs où vous comprenez pas pourquoi, enfin, où vous êtes étonnamment pas réceptif à ce type de truc, ou cette personne, ou cette forme de rire. Alors, je peux être... Non, mais je le comprends. En théorie? Je comprends que ça fasse du bien. C'est-à-dire des grandes comédies populaires ou des trucs plus petits que j'ai pas trouvé drôle du tout parce que il y avait pas de... justement, c'était l'autre côté du truc. Il y avait pas assez de cruauté. C'est-à-dire qu'on voyait que des gens heureux, qui ont des tout petits problèmes, hyper sympas. Et le truc fait 17 millions d'entrées, quoi. Donc donc ce que vous aimez, c'est quand même un truc qui est sur une ligne de crête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait de l'empathie, mais à la fois si c'est trop mou, ça va pas, il faut qu'il y ait les deux. En fait, tout le travail d'écriture, c'est comment dire, c'est comme la chimie en cuisine, quoi. C'est ça qui est intéressant, à mon avis, non mais j'ai pas écrit 10 000 trucs, là on dirait que je vais recevoir non, mais c'est ça fait des années que vous tournez autour de ces questions. Oui, bien sûr, non, c'est vrai, j'ai fait des trucs. Des trucs. Ne te déprécie pas. Mais c'est ça, je pense, l'intérêt d'écrire de l'humour, en tout cas, c'est d'équilibrer, de tout équilibrer, quoi. Mettre un peu de cruauté, un peu d'empathie. Vous faites beaucoup de blagues dans la vie? Ou pas tellement? Si, quand même. Si, non. Pas en ce moment, en tout cas. Ouais. Pas en ce moment. Ouais. Non, il y a pas longtemps, j'ai eu une période très difficile. Je me suis même demandé où j'allais. J'ai eu un ras-le-bol à écrire de l'humour.
Et je me suis même dit, je me suis un peu écœuré moi-même en me disant, mais comment est-ce que tu écris de l'humour? C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de chercher la petite bête chez tes contemporains, des trucs. Je me suis trouvé un peu sale, en fait. C'est que vous avez l'impression que ça vous mettait dans enfin, ça produisait de votre part un regard sur le monde qui était qui n'était pas forcément celui que vous avez envie d'avoir. Oui, non, mais je pense que la période m'a un peu appuyé sur la tête aussi. Mais du coup, je réfléchis toujours à. Ça a été une grosse réflexion sur comment je fais rire. Est-ce que c'est avec que des choses noires, négatives? Est-ce que je deviens cynique? Enfin voilà, c'est des questions que je me pose parfois. Et vous en êtes sorti? Comment vous avez résolu? Oui. Et vous avez résolu comment alors? En prenant l'écriture plus du côté le point de départ d'un sketch, par exemple, plus le point de départ. Là, j'essaie de commencer par des choses lumineuses. Ah, ok. Voilà, plutôt que d'aller fouiner comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un peu triste et drôle aujourd'hui que je pourrais décrire dans un sketch? J'ai eu vraiment une overdose de ça à un moment. Et puis, non, mais je pense, mine de rien, Bah oui, ça fait. Même sur la question des femmes, à un moment, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci sur le fait de jouer tout le temps des femmes? Qu'est-ce que je raconte sur les femmes? Voilà. Bon, non, et en fait, il n'y a pas de souci. Mais je réfléchir sur comment on fait rire et puis avec quels outils, c'est quand même important, quoi. Sinon, ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci.